Vive le Mexique! Vive le Mexique! Merci, merci. 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 Bien, nous commençons avec la première transmission de la journée. Et donc, une série de réactions de la part de la population, de la part des personnes, qui applaudissent et qui remercient les soldats mexicains de combattre le crime organisé et aussi de réhabiliter les tranchées ouvertes laissées précisément par le crime organisé, lors de ces blocages qu'ils ont organisés. Avec des cris de Viva Mexico, des applaudissements, des remerciements, ce sont quelques-unes des réactions qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Un sujet évidemment très grave, passons donc aux informations qui se passent dans le monde, plusieurs sujets intéressants, plusieurs réactions à ce qui se passe en ce moment. L'ovation qu'ils ont également donnée à Marco Rubio hier, lors de ce discours sur l'état de l'Union. C'est le moment, voyons si nous pouvons l'entendre. Regardons Marco Rubio, secrétaire d'État. Merci. Et c'est probablement parce que Marco Rubio est l'une des figures non seulement parmi les plus importantes que le président Trump ait eues, mais aussi possiblement l'une de celles qui a le mieux opéré, qui a le mieux su adapter les stratégies qu'il souhaite. Trump est un homme politique expérimenté, un véritable homme politique, et il a apporté un peu d'équilibre au chaos que Trump a dans de nombreux domaines. Évidemment, cette reconnaissance doit être méritée, au moins du point de vue de la stratégie de Trump. Évidemment, il y aura des gens qui seront d'accord ou pas d'accord, ça c'est une autre question, mais au moins du point de vue de la stratégie que Trump a voulu adopter. Il est clair que c'est, de loin, le personnage le plus important qu'il ait eu jusqu'à présent. À part cela, là il y a effectivement quelques doutes maintenant, parce que même Mike Johnson, même le vice-président, non, pas le vice-président, le secrétaire au commerce, lui aussi a eu quelques défaillances importantes. Un autre sujet qui attire également l'attention dans ces moments qui ont eu lieu hier, lors de ce discours sur l'état de l'Union. C'est ce moment assez, curieux et très dans le style de Trump, écoutons-le. Personne ne se lève, ces gens sont fous, je vous le dis, ils sont fous. Évidemment, seuls les républicains ont applaudi. À qui fait-il référence ? Donc, il dit Trump, ces gens sont fous, et c'est tout ce qu'il a dit sur les démocrates. Il a dit, ces gens sont fous. Et ça fait aussi partie du style, vous savez, pas seulement trumpien, mais regardez ce qui se passe sur d'autres sujets, non. Et nous revenons à ce qu'est les États-Unis. Mais il est frappant de constater qu'il y a des mouvements importants sur la question de l'Ukraine, et qu'il se passe des choses assez intéressantes entre la Chine et la Russie. Nous allons aussi parler de cette situation dans un instant, mais laissez-moi d'abord vous dire ce qui suit. Les pertes et les abandons, les départs, pas des désertions mais des départs qui ont lieu dans l'armée russe, ont explosé. On parle d'une restructuration forcée de ce conflit. En pleine guerre, il y a déjà un désastre, une usure. Hier, on a vu dans 40 villes des manifestations contre la guerre là-bas en Russie, 40 villes différentes selon les rapports actuels. Dans le calcul des pertes subies par la Russie en ces 4 années de guerre, on parle de 1,2 million de soldats entre morts et blessés, et évidemment c'est aussi à peu près l'estimation qu'ils font. Environ du côté de l'Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est entrée dans une nouvelle phase critique. La plupart des militaires professionnels russes ayant participé à l'invasion initiale sont déjà partis. Disons qu'ils sont à leur poste, mais il n'y a plus de réserve entraînée prête pour un conflit. Les pertes accumulées, en comptant les morts et les blessés, sont estimées à environ 1250 hommes entre morts et blessés. On estime que parmi eux, 325 000 seraient des Russes qui seraient décédés et le reste sont des blessés et d'autres cas.
Les chiffres varient fortement selon qu'ils viennent d'Ukraine, de Russie ou d'autres instituts étrangers tenant leur propre compte. La haute hiérarchie militaire dirigée par Vladimir Poutine tolérerait des pertes très élevées face à ce conflit. Face à cela, il y a eu un commentaire très fort hier. Une réaction qui laisse entendre que la Russie pourrait envisager d'utiliser des armes nucléaires. Nous allons en parler tout de suite, évidemment c'est très grave. Mais surtout, c'est la question économique qui aurait eu le plus d'impact. Nous allons parler maintenant de la stratégie qu'ils mettent en place et pourquoi ils envisagent de lancer des armes atomiques. Quelle est la réaction de la Chine face à tout cela en ce moment? À ces détails? Tout d'abord, mais il y a deux choses qui préoccupent en ce moment, c'est quand la Russie veut faire quelque chose. Elle commence à te vendre une histoire, d'abord elle commence à te vendre le contexte des choses, quelque chose se passe, donc je dois réagir de cette façon. Et je veux voir ce que tu feras, envahir l'Ukraine, prendre tout le territoire. Que puis-je leur vendre? Dis qu'il y a des nazis, mais il y en a aussi en Russie. Non, ce n'est pas important. Dis seulement qu'il y a des nazis qui frappent ceux qui parlent russe. Et avec ça, on vend une histoire. Ils commencent pendant un certain temps à te vendre cette histoire, jusqu'à ce qu'après, ils disent « Bah non, eh bien, je dois envahir, il n'y a pas d'autre choix. » Maintenant, ils commencent à vendre l'histoire, dans laquelle Londres, l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France voudraient envoyer des armes atomiques en Ukraine. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi veulent-ils te vendre ça? C'est pour justifier l'usage d'armes atomiques en disant « ils voulaient en placer, j'ai donc dû en envoyer vers l'Ukraine ». C'est ça l'idée. Maintenant, face à cela, les Chinois y ont mis un frein. Regardez qui est sorti pour dire « attendez, cela ne peut pas s'étendre, cela ne peut pas aller dans cette direction ». Et la Chine lui dit « attends un peu, ce n'est pas comme ça, attends un peu, moi aussi j'ai aussi de l'intelligence. Moi aussi j'ai des analyses. » En France et au Royaume-Uni, et il n'y a aucun indice, dit la Chine. Il n'y a aucun indice que des armes atomiques soient envoyées. C'est ce que dit son partenaire, son ami et son voisin. Pékin répond aux rumeurs apparues en Russie et réaffirme sa position contre l'utilisation des armes nucléaires. Simplement, c'est une ligne rouge pour la Chine, dit-il. On ne peut pas utiliser d'armes nucléaires dans une guerre. Il ne veut pas d'une guerre nucléaire dans un pays qui est très proche de la Chine. En incluant la Russie, c'est aussi un pays voisin. La Chine a officiellement répondu aux accusations et rumeurs diffusées par la Russie concernant un prétendu transfert d'armes nucléaires à l'Ukraine de la part de la France et de la Grande-Bretagne. La rumeur est apparue dans les médias et les cercles politiques russes où cela a été insinué par la Chine. Pékin a clairement exprimé sa position et a déclaré « Il n'y a aucune information pouvant confirmer de telles intentions de la part de Paris et de Londres ». Sur ce sujet, dans cette affaire en particulier, il met un frein et dit « Attends, non, ne te trompe pas, ne prends pas cette direction ». C'est-à-dire, la Chine ne met pas un frein à la guerre, elle met un frein à la guerre nucléaire. C'est cette partie que la Chine dit « Ce n'est pas possible, c'est une partie à laquelle on ne peut pas toucher ». C'est extrêmement important que cela ait été fait. Parce que si on laissait faire, bientôt ils lanceraient déjà des armes nucléaires contre l'Ukraine. Ça ne les arrêtera pas, mais ils réfléchiront davantage. Un autre sujet, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'Israël. Il se passe quelque chose d'étrange là-bas. Allons-y pour ça. Il y a des mouvements qui attirent mon attention aujourd'hui vers Israël, et ce sont des mouvements des États-Unis. Que se passe-t-il en Israël? Pourquoi cela sent-il de plus en plus la guerre? Les États-Unis déploient encore plus d'armes, cette fois-ci vers Israël. 22 chasseurs furtifs F-22 ont été déployés sur des bases israéliennes alors que la tension avec l'Iran monte. Les États-Unis sont en train de déployer environ 150 armes dans la région. Des avions sont déployés autour du Moyen-Orient et une petite partie de l'Europe près de la Turquie, toute cette zone étant orientée vers le Moyen-Orient.
Maintenant, ce mouvement est annoncé, une force supplémentaire qui avait atterri sur la base du sud d'Israël dans le cadre d'un renforcement militaire sans précédent dans la région. Depuis 20 ans au moins, et je pense que cela dépassera tout ce qu'on a vu. Même lors de l'invasion de l'Irak en 2003 jamais, depuis cette époque, on avait vu autant de militaires américains, autant de forces déployées au Moyen-Orient. Selon les rapports, ce serait la plus grande concentration dans la région depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Le déploiement ? Pendant ce temps, en ce moment même, on négocie soi-disant avec l'Iran. D'ailleurs, demain, il y a 2 choses importantes. Demain jeudi 26 février, la réunion en Suisse à l'ambassade d'Oman. Entre les États-Unis et entre les États-Unis et l'Iran, ils ne vont pas se voir en face. C'est une réunion indirecte, mais ils seront déjà là, dans la même zone. Et l'autre, c'est l'audience que vont avoir les Clinton, Bill et Hillary Clinton. Ils seront au Congrès pour une audience, malheureusement à huis clos. Mais bon, j'espère que ça va fuiter, qu'on saura ce qui s'est dit là-bas, donc c'est un sujet intéressant qui arrive, mais bon. Le président des États-Unis avertit que les négociations sont, au bord de l'échec. Et que dans le cas où elles échoueraient, un assaut militaire, une opération militaire serait ordonnée. Caroline Leavitt elle-même a déclaré que la première option serait la diplomatie, mais elle confirme que l'usage de la force létale est déjà envisagé, si nécessaire. Des responsables israéliens. Une chose est ce qui se dit dans les médias américains, c'en est une autre ce qui se dit dans les médias israéliens. Là, on voit comment, au final, on cherche à vendre une histoire ou une autre selon la région. Aux États-Unis, ils insistent beaucoup sur cette idée que, on va être diplomate, mais la dernière option, c'est le militaire. Et en Israël, ce que je vois dans les médias israéliens, c'est qu'ils se préparent à un conflit. En gros, il y a bien une dernière chance de modération, mais c'est essentiellement l'histoire à l'envers. Aux États-Unis, c'est comme si, le conflit serait la toute dernière option. Et ici, en fait, certains médias parlent de ce qui se passe en termes de mouvement militaire. Mais beaucoup insistent sur l'idée de donner une approche plus diplomatique, peut-être plus par désir d'éviter une guerre que je pense que personne ne souhaite. Mais en même temps, ils évitent un peu la réalité de dire que ce déploiement militaire aussi important, le plus grand depuis 20 ans ou plus, n'est pas là par hasard, n'est-ce pas ? C'est-à-dire cela a ou est en fait, il est très probable que ce ne soit pas simplement une réaction, mais plutôt une attaque large et prolongée. Et ce serait vraiment regrettable, évidemment, à cause des pertes que cela pourrait engendrer, et si je parle de pertes, je fais aussi référence aux civils, cela pourrait aussi entraîner de lourdes pertes. Mais il y a aussi l'autre possibilité, et la plus probable, qu'il s'agisse d'une attaque rapide, très précise, sur certains endroits spécifiques, et ensuite Bill se retire. Ce serait juste une démonstration, essentiellement de force, mais cela ne mettrait pas fin au régime ni au programme nucléaire. Rien de tout cela, donc c'est là tout le dilemme, n'est-ce pas ? Et depuis Israël, on vend davantage l'idée qu'il y a des mouvements, qu'ils se préparent à quelque chose. Non, ça c'est aussi clair. Le chancelier Aragachi n'a pas assuré qu'un accord était déjà à portée de main. En gros, ce que disent les Iraniens, c'est qu'ils ont déjà l'accord. En fait, il est censé être prêt depuis dimanche dernier. Non, lundi, le brouillon est censé être là. Je ne comprends pas bien si ce brouillon a été lu par les États-Unis, s'ils l'ont envoyé aux États-Unis, à l'ONU ou au moins à un certain man. Est-ce qu'ils l'ont envoyé à quelqu'un ? Je ne sais pas parce que ce détail n'a pas été précisé. Ce qu'ils ont dit, c'est que l'accord est à portée de main, qu'il était déjà prêt, qu'il ne manque plus rien, non ? Ali Khamenei lui-même aurait approuvé la contre-proposition pour la présenter à Genève, aux États-Unis, et voir s'ils peuvent parvenir à un accord. La spéculation qui circule dans les couloirs de Washington, parce que souvenez-vous qu'il y a eu une réunion de la CIA, du renseignement militaire, du Pentagone, du département d'État et du Congrès. Pour vous expliquer pourquoi, parce qu'il pourrait y avoir un conflit, non ? C'est-à-dire, pour que cela ait une justification et une légalité aux États-Unis, ils doivent le justifier et dire « il n'y a pas d'autre option ». C'est-à-dire, tout a été fait diplomatiquement et alors le Congrès peut dire oui ou peut dire non.
Mais dans tout cela, ce qu'on dit à Washington, c'est que ce sera un conflit très rapide, précis, avec des objectifs bien clairs. Ou qu'est-ce qui va se passer? Parce que si cela s'éternise, par exemple, supposons qu'il y ait une réaction, et que l'attaque de l'Iran cause des dégâts ou cause de gros dégâts à un porte-avions, ou même le coule, peu importe, cela ne va plus rester ainsi, et on va entrer dans une escalade, puis une autre escalade, puis encore une escalade, et rien ne va permettre de désescalader, n'est-ce pas? Donc c'est la partie la plus préoccupante, celle qu'on vit en ce moment dans ce conflit potentiel, qui, de toute évidence, pourrait arriver. Et si cela se produit avant la Coupe du Monde, imaginez ce qui arriverait à la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Pour commencer, il est censé y avoir un match de l'Iran aux États-Unis. Un sujet qui a aussi beaucoup attiré l'attention parce qu'on ne sait pas s'ils vont leur donner des visas ou non, toute cette histoire. Mais le fait qu'il y ait eu, vous imaginez une guerre, un conflit de ce genre et en même temps une Coupe du Monde? Ce serait très curieux. Presque toujours, même pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ils ont attendu la fin des Jeux Olympiques, par exemple, en Chine. Après, la guerre a commencé, non? C'est pourquoi commencer un conflit armé avant une Coupe du Monde serait très étrange, non? Ou alors c'est après la Coupe du Monde, ou bien c'est quelque chose de très rapide, juste avant la Coupe du Monde, ce qui comporte aussi d'autres types de risques. Regardons simplement ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines en Europe, avec les attaques contre les Jeux Olympiques, les cyberattaques et les cyberattaques en Allemagne et dans d'autres pays qui ont même affecté les trains et d'autres secteurs importants. Alors imaginez-vous avec un conflit en cours, les problèmes que cela pourrait engendrer, non? À propos, est-ce que la FIFA a réagi à ce qui se passait? Au Mexique, concernant le problème de l'insécurité, et à propos de ce qui se passait avec ces mouvements contre l'État mexicain, contre les cartels, eh bien, le président de la FIFA dit qu'il a confiance que tout sera calme pour le jour de la Coupe du Monde. Et donc, avec cela, il apporte son soutien, pas le sien, mais un soutien de confiance. Dans ce sens-là, non. Et ça, eh bien, c'était important parce qu'on n'avait rien dit, il n'y avait pas eu de réaction, et c'était vraiment très important que cela arrive, non? Cela vient aussi d'être mentionné à l'instant, passons donc à d'autres sujets également importants. Lunettes. Bon, je suis sûr qu'ils sont en train de faire un rapport. En ce moment, il y a un mouvement concernant l'absence d'enregistrement dans les archives. Einstein, dans lesquelles elles seraient incluses. L'interview d'une accusatrice à l'égard du président des États-Unis, Donald Trump. C'est ici que les choses deviennent vraiment sérieuses, parce qu'on pensait, ou plutôt on voulait éteindre tout ce qui concerne ce sujet. Einstein disait même, de la part de la même procureure, « Bon, ça c'est du passé, passons à d'autres sujets importants. » Et c'est fini, non? Mais il est révélé dans les médias américains que les documents clés, y compris les déclarations concernant les accusations contre Trump, n'apparaissent pas dans la publication officielle du département de la justice. La polémique autour des dossiers de Jeffrey Einstein revient de nouveau sur le devant de la scène. Plus de 90 entretiens. 90 entretiens du FBI n'apparaissent pas. Un registre de preuves remis à la défense de Ghislaine Maxwell énumère environ 325 entretiens formulaires, etc. Mais 90 ne figurent pas sur le portail public du ministère de la Justice. Lesquels ne sont pas là? Évidemment, je pense que nous savons tous pourquoi ils n'y figurent pas. Il y a une personne qui avait 13 ans à l'époque, qui avait accusé Trump. C'était dans les années 80. Une accusation. Une personne qui avait 13 ans au moment des faits et qui accuse directement le président des États-Unis. Ce sujet va évidemment prendre de l'ampleur, évidemment la Maison-Blanche dit que c'est faux et je ne sais pas quoi. Eh bien alors, qu'il publie le document, non? C'est-à-dire, pourquoi il ne disparaît pas? Pourquoi le document n'est-il pas là?
Un porte-parole, a assuré que rien n'a été supprimé. Et il explique que les documents non visibles pourraient être des doublons et du matériel confidentiel ou faire partie d'enquêtes en cours, selon lui. Donc pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance qu'il manque quelque chose, il faudra attendre plus de détails pour voir si tout sera révélé. C'est ainsi que ces supposés cas des années 80 vont être documentés et nous verrons si cela sera rendu public, car il y en a d'autres. Beaucoup de fois, le nom de l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, apparaît, trop de fois dans ses documents, dans ses emails. Et tout cela fera clairement partie essentielle de toute l'opération que menait ce personnage. Ceci jusqu'au point que c'est si je ne me trompe pas, c'est le nom, le premier ou le deuxième qui apparaît le plus. On sait qu'il apparaît énormément depuis des décennies. Donc c'est un sujet qui devra être analysé, qui devra être enquêté et sur lequel il faudra faire pression pour que ces documents soient publiés, n'est-ce pas ? Il est frappant qu'en Norvège, le premier et l'ancien Premier ministre en soient même arrivés à se donner la mort. Tout cela parce qu'il est apparu quelquefois dans ces documents. Qui sait ce qu'il a bien pu faire, car il est clair que cela sera bientôt révélé. Mais il est frappant de voir qu'il y a des répercussions dans d'autres parties du monde. Le même ancien prince André est accusé, il fait l'objet d'une enquête, il est investigué. En ce moment, l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni, Madelson, fait l'objet d'une enquête. Ses maisons sont perquisitionnées. Allons, il va se passer des choses incroyables là-bas, n'est-ce pas ? Pendant ce temps, une autre chose curieuse se passe. Mais cette fois-ci, regardez bien où. Quoi ? Quel groupe opère au Liban ? Quoi ? Cela génère pas mal de problèmes au Moyen-Orient. Non, on sait déjà de qui je parle. Je ne dis pas que c'est Non, c'est une milice, un groupe pratiquement, paramilitaire, non. Ou depuis le Liban, non. Et averti. Il y a quelques jours, ils ont dit que si quelque chose arrive avec l'Iran, ils attaqueraient aussi, mais vous ne vous souvenez pas. Bien. Et il a aussi été très affaibli lors des opérations de la Fed, non ? Là, ils ont réussi à affaiblir ce groupe terroriste de manière très significative. Mais le groupe est toujours là, il est encore actif et il est armé. La question était, que se passerait-il en cas de conflit armé avec l'Iran ? Vont-ils intervenir ? Ils disaient oui, maintenant ils disent autre chose, comment cela change-t-il ? Mais ils doivent aussi voir quelque chose. Ce groupe libanais, mais qui suit les ordres de l'ayatollah, a annoncé qu'il n'interviendrait pas si les États-Unis effectuent des frappes limitées. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est simplement la permission donnée depuis l'Iran, que les Iraniens ne vont évidemment pas reconnaître, mais qu'ils accordent tout de même. Regarde, attaque-nous un peu, comme ça tu pourras déjà raconter l'histoire que tu as attaquée. Et ici, nous pouvons dire qu'il ne s'est rien passé, non ? Alors, tout le monde est content, c'est bien l'impression donnée, et ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Des députés iraniens sont déjà passés à la télévision pour laisser entendre que cela pourrait être quelque chose comme ça, dans lequel il y aurait un accord pour faire semblant de se battre, et que tout le monde, disons, s'en sorte bien. Qui sait, mais pendant ce temps, un responsable du Hezbollah, sous condition d'anonymat, a déclaré à l'AS. Effectivement, à l'agence de presse française, le groupe a déclaré qu'il ne répondrait pas en cas de bombardement limité à l'intérieur du territoire iranien. C'est-à-dire qu'ils ne bougeront pas s'il s'agit d'attaques similaires à celles de juin, des frappes de précision contre des installations et rien de plus. C'est comme si un groupe donnait la permission en disant « Bon, si tu opères tranquillement, je ne vais pas réagir ». Le groupe soutenu par lui, soutenu par le gouvernement iranien, et celui soutenu par le gouvernement d'Iran, et celui soutenu par lui. No va a operar en dado caso que fuera algo limitado. Parce que ce qu'ils craignent en ce moment, c'est quoi. Avec le régime, en finir une bonne fois pour toutes avec l'ayatollah. Et c'est la partie qu'ils ne veulent pas. C'est pourquoi, disent-ils, il reviendrait. Si tu le laisses vivre, si tu laisses toute l'opération de ce groupe continuer à fonctionner, alors nous, on ne fait rien. Avec les jeux de trônes, non. En gros, c'est le Game of Thrones de la vraie vie, où ce ne sont que des mouvements purement stratégiques pour survivre. Et c'est tout, en gros, non.
C'est-à-dire, tu sacrifies un peu juste pour continuer. Parce que l'étape suivante, c'est la possible disparition de ce type de régime. Bueno, pues, Voilà la situation, non? Un sujet aussi assez, curieux, non? Tu prends des notes, ce ne sont pas ces disques qui prenaient des notes, vers où pourrait aller le conflit. Au fait, ce moment des Pakistanais qui continue. L'unité d'artillerie de l'armée pakistanaise effectue en ce moment des essais avec ses unités MRLS. Si nous pouvons voir par ici lesquelles c'est, permis là où se trouvent les zones, ils vont sûrement faire un rapport. Les Pakistanais ont montré leur force cette fois-ci. Voyons voir, ils observent là-bas en utilisant des roquettes de 122 milímetros. Esto en el campo de unidad, en las pruebas de campo de unidad. Non, non, ce n'est pas que ce n'est pas. C'est que non, non, ce n'est pas que c'est non, non, que ce n'est pas. C'est que ce n'est pas atomique. Los roces que ha habido en la India, esta misma. Exercice suivant. Et il y a eu des frictions, même si les frictions de l'Inde étaient un liquide. Et on n'a parlé d'aucune perte jusqu'à présent, de nulle part, juste à la frontière. Nous vous avons montré la vidéo. On entendait des coups de feu, ils se tiraient dessus, ce n'étaient pas des tirs en l'air. Mais je ne sais pas parce que cette partie n'a pas été communiquée, donc on reste avec ce doute. Passons à d'autres sujets, allons rapidement aux commentaires. Comment tu vas, Sébastien? Très bien, 67, bonne journée. Salut Blanca, Rodrigo, Christy Clan, à toute la communauté, merci beaucoup. Aussi à Liliana Rivas, salutations. Merci beaucoup d'être membre de la chaîne. Un gros câlin à tous les membres. Merci beaucoup pour votre soutien et pour cette inscription. Et évidemment aussi aux abonnés qui nous donnent un coup de main en s'abonnant, en likant, en partageant. Écoutez, on revient tout à l'heure. C'est une première transmission de ce qui se passe dans le monde. On revient discuter un peu plus tard parce qu'il y a plusieurs sujets en attente qu'on est en train de préparer pour continuer à vous informer sur tout ce qui se passe dans le monde. Il y a plus de sujets sur ce qui se passe en Iran, ce qui se passe à Cuba, qui est aussi très intéressant. Ça fait quelques jours qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Entre otros asuntos. Nos vemos en un momento más. Hasta pronto.